On est dans du vraisemblable. Donc il faut beaucoup d'humilité en réalité, parce que tout ce qu'on sait n'est qu'un savoir du labyrinthe, qui n'est que du vraisemblable, c'est-à-dire si vous avez lu l'excellent ouvrage de Sapiens, ils expliquent comment ça s'appelle Harari. Il explique ça très bien, c'est-à-dire tout notre monde est un système de représentation et ça fonctionne parce qu'on y croit. Un billet de 50 €, ça n'a de valeur que parce que tout le monde y croit. Sinon, c'est juste un bout de papier avec un papier. Vous pouvez le tenir, c'est pas un problème. Pourquoi vous ne croyez pas? Parce que vous croyez que ça a de la valeur. Et pourquoi vous croyez que ça a de la valeur? Parce que c'est un consensus collectif qui dit ça a de la valeur. Et tout ça, c'est de la représentation. Donc, sortir du labyrinthe, c'est voir qu'on n'est que dans des représentations. C'est comme une vérité personnelle aussi. Si ça résonne en toi, c'est une vérité. On touche le soleil à ce moment-là. Et pour exprimer la vérité, il faut traverser la honte. C'est-à-dire le sentiment de cette différence ontologique. Et c'est ça le travail du cœur. Mais aussi avec le cancer. Le cancer n'est pas dans la connaissance. Le terme connaissance de soi est un peu trompant. Hein. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle de soi. Il faut revenir à connaissance au sens étymologique. Connaissance, c'est comme, c'est ouais, donc le latin avec, naissance, naître avec. Donc toute connaissance, idéalement, devrait être un processus de naissance à soi-même. Donc en d'autres termes, toute connaissance devrait, dès qu'on entend ou qu'on lit quelque chose, ça devrait induire un processus de transformation intérieure. Je suis différent après avoir lu ou entendu qu'avant d'avoir lu ou entendu. Sinon, ça s'appelle du savoir et vous construisez votre vie. Oui, c'est bien. Non, c'est bien, monsieur. Et c'est le problème des Gémeaux qui construisent des labyrinthes. Mais un jour, il y a ce désir de voir des ailes chevillées au corps et de sortir. Alors, Lydia parlait d'honnêteté intellectuelle, il n'est pas encore assez loin. Quand Lydia parlait d'honnêteté, je pense que c'est plus que ça. C'est vraiment cette capacité de considérer que le vérité et le mensonge, c'est un archétype. C'est-à-dire utiliser le mensonge pour s'élever au nom de la vérité. Et qu'il n'y a pas de réponse sur le vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Il n'y a pas de réponse. On ne vit que dans du vraisemblable. Mais il faut le savoir. Le péché, c'est de prendre le vraisemblable pour le vrai. Et mon honnêteté intellectuelle, oui, c'est un début. Alors, les indices astrologiques du Mindika. Donc, valorisation de l'axe Gémeaux-Sagittaire par la présence de planètes, notamment les planètes du mois. Donc, je vous rappelle, les planètes du mois, c'est maître de l'ascendant, planète conjointe au maître de l'ascendant, Soleil, Mercure, planète en maison. Et valorisation de Mars. Donc Mars, c'est la force d'élévation. La valorisation du Gémeaux, c'est la conscience du labyrinthe. Et le Sagittaire, c'est le désir d'élévation. C'est le désir d'un nouveau monde. Un monde meilleur. Vous pouvez aussi avoir une valorisation de l'axe 3-9, mais qui souvent s'exprime plus sur le plan événementiel
puisque c'est des maisons, donc on a plus la signature de l'aviateur sur l'Axtron. L'aviateur, le deltaplane, qui est une illustration objective du handicap en réalité. Alors, qui se sont concernés par le handicap? Vous avez droit à plusieurs mythes, donc n'hésitez pas, on vit à l'abondance. Alors, qu'est-ce qui fait sur le thème astrologique que vous vous sentez l'une et l'autre calmes? Non. Ouais, moi, je ne sais pas si je me sens, mais après, je ne constate que mon thème est martien. Pas très fort. Le thème est martien. On n'entend pas. Mars, c'est. Je n'ai pas de, comment dire, de sensation, je ne sais pas encore, j'ai réfléchi, parce que. Mais je constate que j'ai des indices du mythe. Et quels sont-ils? Moi, j'ai ascendant vierge, Mercure et conjoint à Mars, en Gémeaux. Ah, donc on est d'accord. Ascendant vierge, donc le maître de l'ascendant. Mercure et conjoint à Mars. D'accord. Et en Gémeaux. Donc j'ai Mars, Mercure, Gémeaux, Lune et milieu de ciel en Gémeaux. Mars, Mercure, milieu de ciel, Lune. D'accord, mais la Lune, il n'y a pas grand-chose à faire dedans. Mais oui, d'accord. D'accord. Et le Sagittaire, tu as du tout? Non, j'ai Chiron. Ah, ok. Blessure de chute. Blessure de honte. Blessure de honte. Ouais. Blessure de Vénus, c'est honte. En cancer, Honte. en maison 10. Et elle est carrée, elle est carrée au nœud. Carrée au nœud, à l'axe du nœud. Lequel? Le carré. Carré. Je réfléchis tout. Donc Mars, Gémeaux, donc il y a l'énergie, il y a la volonté d'élévation et de sortir du labyrinthe. En même temps, pendant longtemps, de construire le labyrinthe. Il y a la puissance désir de connaissance. Vous voyez que Mars, en signe, va faire pulser l'énergie du signe. Hein, donc, par exemple, j'ai vu des Mars en Vierge qui ont fait Sciences Po, mathématiques, etc. Donc, Mars va donner de l'énergie au signe et multiplier ses compétences. Donc, Mars Gémeaux, ici, on a un puissant désir de construire le labyrinthe, de connaître, d'aller vers la gnose. Mais la difficulté, c'est que Chiron est en Sagittaire. Donc le lieu de la blessure est en Sagittaire. Chiron, c'est l'espace de la blessure. C'est l'espace où on a des mémoires de souffrance qui fait qu'on ne supporte plus d'y aller. Donc il y a un espace de souffrance. On se dit, je mets toute mon énergie pour connaître, mais l'idéalisme et l'innovation est quelque chose de trop dangereux. L'enthousiasme est quelque chose qui m'a coûté cher. Donc, il y a quelque chose à faire dans la libération des éléments. Des éléments. Il y a quelque chose à faire du côté du cheval. C'est-à-dire traverser la blessure inconsciente qui dit si je mets en place des projets qui me tiennent à cœur, je vais être rejeté, blessé, malheureux. Tu me suis là-dedans? Je te suis, mais je ne ressens pas ça. Tu ne ressens pas ça? Comment tu dirais Les mots qui vont les mots. Tu sais pas. Il est en maison 14.
Ah oui, c'est par rapport à la connaissance. Ben oui. J'ai pas cette sensation. Ouais. Ah ouais, je vois. J'ai pas l'impression. Je vais réfléchir quand même, mais ça, je sais pas. Ouais. Au niveau événementiel, j'ai eu un problème avec mes frères et sœurs. Vraiment l'événementiel. Merci. Il a bien mais elle a du mal à sortir. La lune noire, elle est en bélier, en 7. Les deux lunes noires, en moyenne et corrigée, en bélier. Sous Mars, c'est l'influence de Mars. Sous Mars, oui, Mars se mettre. Oui, il est important dans ton cas. Ensuite, donc elle a l'ascendant. Et en sextile à Mars. Les lunes noires en sextile à Mars. Ensuite, donc plus de l'ascendant. Donc elle a la lune chez l'ascendant. En termes de dans tes voyages, t'as jamais eu de soucis? Non. Parce que Vénus en carré au nœud, ça veut dire qu'elle est sur un point d'engagement, je crois, c'est ça? Oui. En maison 10 en plus. Donc, s'élever par le côté de la vocation professionnelle. Une rupture de schéma avec Vénus. Dans Icare, c'est quoi la rupture de schéma? Vénus dans le cas, c'est plutôt ça se renvoie au taureau, en fait. La jouissance du taureau. Ah. Tu peux voir ton tour? Ah oui, t'as vraiment la lune sur le milieu du ciel. Il faut regarder l'axe 3-9. Par analogie, le 3 c'est le troisième signe Gémeaux et le 9e signe c'est Sagittaire. On apprend 3 en philosophe. En fait, c'est peut-être toute la question de l'élévation, c'est qu'on part vers le soi. Non. Tu peux préciser. Ouais. Dans le mythe d'Icare, on s'élève pour aller vers le soi, vers son soleil. Peut-être pas en fait. Dans certains thèmes. Non, mais on peut s'élever pour réussir une ambition professionnelle. Voilà. Il y a plein de niveaux d'élévation. Voilà. C'est-à-dire que dans l'archétype, c'est vers le soi, mais sur un thème, Si on dégrade l'archétype, on peut effectivement s'élever juste sur une même planète pour voir les choses de haut et faire du deltaplane. On peut s'élever dans une ambition professionnelle, on peut s'élever dans une ambition de connaissance spirituelle et on peut aussi s'élever dans le soin. c'est où est-ce qu'on rencontre le soi? Sur le niveau. Et de se dire, sur le côté sagittaire du mythe, on veut bien aller vers le soi, mais on va le voir où chercher. Chacun à son niveau. Le Sagittaire trouve le soi dans la joie. C'est-à-dire qu'il trouve le soi dans la jubilation intérieure. Et non pas dans cette faux enthousiasme qui construit en permanence pour partager socialement. Il y a un côté épicurien, le sagittaire. Il y a un côté épicurien. Épicure, on le voit quelque part. Oui, là, dans ce cas ici, non, mais Épicure, c'est Jupiter. C'est Jupiter. Mais là, dans ton médical, c'est dans l'axe 3-9 en plus. Et donc, il est tourné. C'est intéressant parce qu'il est tourné vers la 9, mais sur un mode Gémeaux. Donc, on pense qu'il est inversé. Donc, il y a un désir de connaissance, en plus d'apprendre de manière précise avec la Vierge, qui est tourné vers la recherche spirituelle. Mais en fait, ça va se mettre en place dans l'incarnation de la philosophie dans le quotidien. Dans la 3.
là, il y a un lieu de souffrance dans la vie quotidienne. Je crois que c'est ça. C'est tout à fait ce que je cherche à faire. En fait, je ne cherche pas d'élévation professionnelle. Je n'ai jamais cherché. De toute façon, maintenant, c'est tout ça. Mais je n'ai jamais cherché d'élévation professionnelle. C'est vraiment la connaissance de moi. C'est tout. Mais la vie du monde ici, et du fait de Kiran, c'est plus difficile. La vie ici de nous mettre en place dans la fratrie, dans l'environnement proche, dans des actes au quotidien. Et il y a quelque chose qui dit l'acte au quotidien est un espace que j'ai du mal à supporter. Pourquoi le quotidien? Parce que c'est en vierge, c'est dans la maison. Il faut effectivement regarder dans le détail l'ensemble du temps. Ici, on ne voit pas bien. Bien sûr. Merci. Bon, sinon, j'ai un mythe d'Icare et un mythe de Narcisse. Oui. Je pense que j'ai un mythe de Prométhée aussi. et de Prothée. Donc je suis mythé total. Donc au niveau Icare, j'ai Mars en Gémeaux en 3. Et est-ce que c'est dominant? Est-ce que Mars est dominant? Il est dominant, si tu veux, je suis Bélier. Je suis ascendant Poisson, mais le Bélier est et le Soleil est en 1. Donc il y a un petit amas entre Vénus, Soleil, Mercure. Tiens, tu veux bien venir nous dessiner ton thème? Jusqu'à ce matin, j'ai cru que Faust était un mythe né en 1461 à Rhodes, en Allemagne. Mais en fait, j'ai vu là ce matin que quelqu'un m'a envoyé un petit lien internet. Voilà. Il y a l'histoire qui date de 6000 ans avant notre ère, qui a été datée d'au moins 6000 ans avant notre ère, orale bien sûr, qui s'appelle Le forgeron et le diable, qui est en fait qui reprend la thématique du mythe de Faust. C'est-à-dire c'est un forgeron qui vend son âme au diable pour avoir des pouvoirs spirituels, des pouvoirs donc le mythe de Faust est comme le mythe de Prométhée, en fait, il ressurgit de temps en temps dans l'histoire. Prométhée a ressurgi au siècle de la Grèce antique, avec le fameux siècle de Périclès, la démocratie, la science, la philosophie, la liberté. Et il a ressurgi au siècle des Lumières dans notre monde. De même, Faust est en fait un mythe très archaïque qui a ressurgi au XVe siècle, et il a mis 5 siècles pour s'incarner et devenir une réalité historique dans le nazisme. Et il ressurgit aujourd'hui à travers le transhumanisme. Donc Faust, c'est quoi? C'est la croyance que plus de connaissances va me donner plus de pouvoir. Donc c'est la grande thématique de la transformation de l'homme pour créer un surhomme. Donc l'histoire est la suivante. Un personnage historique qui est né dans les années 1460, qui s'appelle Georges Sabel, S-A-B-E-L, qui se fait surnommer le docteur Faustus, a une curiosité intellectuelle infinie pour les choses de l'occultisme. En d'autres termes, il s'intéresse à l'astrologie, à l'alchimie, à la magie. C'est un médecin et il est aussi un spécialiste en théologie. Donc si vous vous intéressez à l'alchimie, à l'astrologie, à la médecine, à la théologie et à la magie, vous avez, ce sont des indices que je peux vous dire, vous avez un mythe de Faust. Donc connaissance du monde des mystères. En réalité, connaissance de ce qui va permettre de transformer l'homme, ou transformer les choses. L'alchimie transforme le plomb en or, la médecine va transformer le symptôme en guérison,
l'occultisme, c'est le pouvoir magique sur les choses et les êtres, et l'astrologie, c'est aussi un processus de transformation psychique, parce que ça permet la connaissance de soi qui va permettre une transformation. Donc, c'est la connaissance, l'action lumière, c'est la connaissance pour enlever les obstacles qui empêchent l'évolution du vivant. Mercure plutôt. Mais comme toujours, le mythe va nous indiquer les pièges dans lesquels ne pas tomber. Je rappelle que le nazisme, c'était la création du surhomme, donc aller vers. Et en 1932, alors que Hitler a pris le pouvoir en 1933 au Reichstag, en 1932, Aurobindo publie un petit ouvrage qui s'appelle De Superman. Donc vous avez la version lumière du livre de Faust dans le travail d'Aurobindo et de Gandhi en Inde. C'est-à-dire comment transformer la nature humaine. Ça, c'est, autant Narcisse va se poser la question qui suis-je, autant Icare va se poser la question de la vérité et du mensonge, autant Faust va se demander comment transformer l'homme, comment transformer la nature. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le transhumanisme, qui est la version matérialiste de Faust. Donc, Georges Saber va aller prendre des cours de magie à Cracovie. Vous avez évidemment un rapport avec le judaïsme. Et c'est un élève brillant, doué, on l'appelle le spéculateur, il a réponse à tout. Et à un moment, après avoir pris ses cours, il va dans la forêt, il va faire un cercle autour de lui, se mettre au centre du cercle et invoquer les forces magiques. Une première fois, ça ne marche pas, une deuxième fois, ça ne marche pas, une troisième fois, comme dans toutes les bonnes histoires, ça marche. Et là, il va avoir un personnage en robe de dominicain qui va apparaître et qui lui dit « Bon, ben moi je m'appelle Lucifer, je suis à ton service, que veux-tu » Et le docteur Faust lui dit « Je veux avoir un esprit qui me serve et qui réponde à toutes les questions que je lui pose. » Lucifer dit « Bah ouais, pas de problème, je suis à ton service, je vais te donner cet esprit. Mais il y a quand même une condition. Tu vas signer un pacte que tu signeras de ton sang. Et le contrat, parce que c'est un contrat. Donc le contrat, c'est quoi? C'est au bout de 24 ans de bons et loyaux services de mon esprit, tu me donneras ton âme. Faust, qui ne te croit ni en Dieu ni au diable, nous dit le texte, signe un lecteur et l'histoire commence. Vous voyez la situation, le cercle, il s'est mis au centre du cercle, donc il s'identifie au soleil, et il va faire appel à Lucifer qui veut dire porteur de lumière. Donc Faust, c'est celui qui a la bonne volonté d'apporter la lumière aux hommes par la connaissance, et qui évidemment va tourner en son contraire et devenir lui-même, en réalité, finira sa vie démembrée et la cervelle explosée sur un mur. Donc il va être victime de son savoir. Et le démembrement, c'est le démembrement psychique, bien sûr. Mais vous voyez que c'est un personnage a priori de bonne volonté qui, au début en tout cas, va utiliser la connaissance, le pouvoir qui est issu de sa connaissance pour faire plusieurs choses. Pour être alchimiste, etc., c'est-à-dire pour faire évoluer les systèmes, mais aussi pour être dans la jouissance. Parce que une fois qu'il a fait ce pacte avec Lucifer, donc son esprit s'appelle Méphistophilès. C'est Goethe qui a transformé ensuite ce nom en Méphistophélès. Je vais m'arrêter un instant sur que veut dire Faust.
En travaillant sur les étymologies. Faust, en latin, veut dire le bienheureux. Faustus veut également dire lumière. Et en allemand, Faust désigne le point fermé. Le point Le point fermé. Ça vous rappelle quelque chose? Ah oui. Donc Faust, c'est un hédoniste qui va chercher à jouir de la vie au maximum. Par la lumière de la connaissance. Et qui, en même temps, c'est quelqu'un qui ne sait ni donner ni recevoir. Il y a un côté obsessionnel. L'obsessionnel, c'est celui qui ne sait, qui est dans son histoire, qui ne souffre rien. Pourquoi il y a ce côté obsessionnel? Parce que c'est l'image du point fermé. C'est-à-dire, la main, lorsqu'elle reçoit, elle est comme ça. Elle est tournée vers le ciel. Lorsqu'elle donne, elle est comme ça. Elle lâche prise, elle est tournée vers le sol. Et lorsqu'elle est comme ça, elle est dans la puissance. Mais elle ne peut ni donner ni recevoir. La main, ça vient, le mot main vient du terme mens, qui désigne l'esprit, qui est donné men en anglais. Donc le point fermé, c'est l'esprit concentré, obsessionnel, qui met sa volonté pour atteindre un objectif de connaissance, qui va l'utiliser pour la jouissance, mais du coup, le faustien ne se sentira pas aimé de Dieu. Il aura du mal à s'aimer lui-même, parce qu'il ne sait pas recevoir. Et il ne saura pas non plus lâcher prise, c'est-à-dire se désidentifier de son savoir. Donc vous commencez à sentir le mythe de Faust. C'est un obsessionnel de la connaissance qui ne croit ni en Dieu ni en diable et qui explore les mondes occultes, les mondes cachés. Les services secrets, la NSA, c'est Faust. Ces gens, ils sont cachés et ils essaient de connaître les secrets des autres. Et ça a été révélé par un héros prométhéen, Snowden. Si vous regardez son thème, il a une conjonction Soleil-Mars et il a, je crois que c'est Uranus dominant, je ne me souviens plus, mais il a un mythe de Prométhée. Donc Prométhée, c'est le libérateur qui va dévoiler ce qui a été caché. Soleil-Mars, c'est le mythe du héros. Donc Faust va faire, alors, indice mythologique du mythe de Faust dans une vie, Faust va faire 3 voyages. Donc si vous avez fait ces 3 voyages, vous êtes en passe de les faire, vous avez probablement un mythe de Faust. Quels sont ces 3 voyages? Dans un premier temps, il va... Alors, Méphostophilès veut dire celui qui n'aime pas Faust. Donc l'esprit de Faust, ah oui, il faut que je vous dise ça parce que c'est rigolo. L'esprit de Faust, à qui répond à toutes les questions qu'il lui pose, n'aime pas Faust. Donc Faust ne s'aime pas lui-même, d'une certaine manière. Et Méphistophélès veut dire celui qui n'aime pas la lumière. Il n'aime pas la lumière. Non, pardon. Méphostophilès, celui qui n'aime pas Faust, c'est-à-dire celui qui n'aime pas la lumière, puisque Faust veut la lumière. Ah oui.
Et Méphistophélès désigne l'esprit menteur. L'esprit menteur. Menteur. Méphis, c'est le mensonge. C'est une racine hébraïque dont j'ai oublié le nom. L'esprit menteur. Alors, ce personnage de Faust a un valet. Alors ça ne s'invente pas, puisque le texte a été écrit en 1460, je rappelle. Ce personnage de Faust a un valet qui s'appelle Christopher Wagner. Donc Christophoros, le porteur de la lumière, et Wagner, dont vous connaissez son éponyme historique, qui avait un mythe de Faust, qui a inspiré bien sûr Hitler, veut dire charron. Le charron, c'est celui qui répare la roue des chars, avec 2 heures. Donc, qui répare la roue du soleil, c'est-à-dire le moi blessé. Mais c'est aussi Charon, C-H-A-R-O-N, le nautonnier, celui qui mène la barque, qui emmène les morts dans le monde du dessous, dans le monde des morts. Vous avez un rapport évidemment avec la mort, et on retrouve l'ambivalence, Christopher Wagner, porteur de lumière, de celui qui répare la roue du soleil, mais qui en même temps amène les morts dans le monde des enfers. Donc on est à la lisière. Donc Faust, c'est celui qui est aussi en permanence entre la tentation de Dieu et la tentation de la mort. La tentation de la destruction. On retrouve du reste dans le nazisme, puisque c'est la tentation de créer un surhomme et la destruction qu'on a connue. Donc Faust a fait 3 voyages. Il demande à son esprit, d'abord, de connaître le monde du dessous, le monde des enfants. Et là, son esprit l'amène visiter le monde des enfers, où il voit des gens qui tremblent de froid, qui sont brûlés à la broche, qui sont recouverts de lave, etc. Donc un truc très simple. Et au bout d'un moment, Faust, qui est descendu dans la cheminée d'un volcan, par son esprit, manque de tomber. Et un grand singe le rattrape. Donc, vous voyez la scène, c'est-à-dire il y a une angoisse de mort, mais il est rattrapé par l'habileté du mental, l'habileté de la pensée. Donc c'est quelqu'un qui se protège de l'angoisse de mort par la curiosité intellectuelle. Puis au bout d'un moment, il dit « J'en ai assez vu, est-ce que tu peux me ramener chez moi ?» Son esprit le ramène chez moi sur son char tiré par des dragons. Et puis après, il lui dit « Écoute, c'était sympa le premier voyage, j'aimerais bien en faire un autre, j'aimerais bien visiter le monde des étoiles. » Et là, le texte est assez étonnant parce qu'il l'emmenait toujours sur un char tiré par des dragons. Et il voit la Terre ronde, il monte, et il y a une description au XVe siècle, vous imaginez, et donc, voilà, il monte au ciel, et lorsqu'il atteint le monde, se rapproche des étoiles, il dit « Oh, j'en ai assez vu, je veux redescendre. » Et après ce voyage, il signera ses courriers « Dr. Johann Faust, le contempteur d'étoiles ». Contempter ne veut pas dire contempler, c'est le contraire de la contemplation. Contempter veut dire mépriser. Maîtriser. Mépris. Donc il va mépriser l'espace de la transcendance, il va mépriser en réalité toute forme d'élévation. Et son 3e voyage sera un voyage qu'on appellerait aujourd'hui touristique. Vous savez, lorsque vous visitez une ville,
vous avez des clients qui vous disent, là, il y a 325 fontaines, visitez le musée avec 504 fenêtres, etc., etc. Donc on est dans un truc purement descriptif des lieux sans qu'il y ait personne dedans. Donc voyage dans les profondeurs, voyage dans les hauteurs et voyage dans la banalité. Donc le Faustien est en général celui qui a fait ces 3 voyages dans l'ordre. Donc rencontrer son angoisse de mort et son désir suicidaire. Une inspiration théologique à connaître Dieu, mais en même temps le renoncement à cette quête du fait de son orgueil méprisant. Et il va finir par faire le tour du monde avec une urgence d'utopisme. J'actualise un petit peu. Oui, d'accord. Et à la fin de sa vie, il va. Alors, c'est aussi un personnage. Un jour, il est invité dans une fête où il y a une comtesse, et la comtesse est enceinte, et il voudrait des fraises. Alors, lui, avec ses pouvoirs magiques, il va dans un endroit où c'est le printemps, et il lui ramène des fraises. Bon, vous voyez le côté prophétique par rapport à notre monde moderne. On a des fraises toute l'année sur nos étals de marché. Et un jour, à la fin de sa vie, au bout de 24 ans, il faut que je vous donne ça aussi parce que c'est une clé importante, vers 22-23 ans de jouissance de la vie, il rencontre un curé, parce qu'il commence à douter, il dit, à un certain moment, il dit « Ah mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Il cherche à rompre le pacte qu'il a fait avec le diable. Et il veut se marier. Donc évidemment, le diable ne veut pas. Il finit par négocier et il a le droit de prendre des maîtresses, d'avoir des nuits fabuleuses avec des succubes et des incubes, mais il n'a pas le droit de se marier. Et à un autre moment, il rencontre un prêtre qui veut convertir au mal, d'une certaine manière. Et le prêtre se moque de lui et se libère ainsi de l'emprise de Faust. Donc vous avez 2 clés importantes pour sortir du monde de Faust, qui est la relation d'amour, le mariage, qui est la métaphore évidemment de l'amour entre l'âme et la personnalité. C'est-à-dire s'ouvrir à l'amour du soi, avoir ce feu pour aller vers son essence, plutôt que de rester dans la toute-puissance, et le désir de connaissance, et l'avidité de connaissance. Et l'autre clé, c'est l'humour. Le prêtre se débarrasse de Faust par l'humour, en se moquant de lui. Donc l'humour, c'est quoi? C'est simplement ce qui permet de changer de champ de cohérence et de se libérer de ses identifications. À la fin de sa vie, Faust réunit 12 étudiants, ce qui donne des cours aussi d'ésotérisme, d'occultisme, d'astrologie, et des trucs comme ça. À la fin de sa vie, il réunit 12 étudiants et il leur dit, à la fin de l'orgie, je vais rentrer chez moi, je me sens un peu fatigué. Surtout si vous entendez du bruit chez moi, ne venez pas. Et effectivement, cette nuit-là, les étudiants entendent des cris terrifiants, des bruits infernaux. Ils ne viennent pas. Et le lendemain matin, quand ils arrivent, ils toquent.
Personne ne répond. Alors, ils ouvrent la porte et ils voient le corps de Faust démembré et sa cervelle exploser sur un lit. Avec du sang qui découle. Donc il a été puni par là où il a péché, c'est-à-dire d'une part il est démembré, c'est-à-dire c'est la déstructuration psychique, et ensuite son cerveau est lui-même explosé, c'est-à-dire qu'il s'est explosé en voulant, du fait de cette avidité de connaissance. Donc, si vous avez un mythe de Faust sur le plan psychologique, les indices sont les suivants. Intérêt pour toutes ces disciplines ésotériques que j'ai signalées tout à l'heure, les 5. Astrologie, alchimie, médecine, occultisme et magie, et théologie. Le magie et occultisme, c'est pas mal. Et théologie. Donc Faust, ça s'intéresse à la nature de Dieu, évidemment. D'intérêt pour le matériel. L'angoisse de mort, désir suicidaire, avidité de connaissance donc, pour l'ésotérisme, sentiment orgueilleux de toute puissance lié à cette connaissance. C'est le pédant. C'est celui qui a réponse à tout. Plus que le pédant. Le pédant, il y a un côté. Dans le pédant, il y a un. Je ne sais pas si tu fais. Comment dire. Oui, le sentiment de suprématie intellectuelle, ça fait partie du monde. Oui, on peut dire. Et les 3 voyages. Le voyage dans l'exploration du monde chamanique, par exemple, descendre dans le monde souterrain. Intérêt pour les questions théologiques. Voyage vers le ciel. Et puis, après, voyage touristique. L'ordre est important parce qu'en fait, Faust a commencé à descendre au lieu de monter. Il est descendu avant de monter vers le monde des étoiles. En fait, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. C'est d'abord bien allumer la lumière du soi pour pouvoir explorer le monde. Monter pour descendre et ne pas descendre pour monter. Même les mineurs descendent dans la nuit avec une petite lampe allumée sur leur front. Donc ils sont majeurs. Majeurs. Si vous n'avez pas allumé le 3e œil ou le centre coronal, c'est toujours dangereux de descendre dans la nuit. Si on l'a fait quand même. Et c'est quoi? Mais vous êtes dans l'île de Faust. Si vous faites le 1 avant le 2, c'est-à-dire si vous descendez dans la mine avant d'allumer la lumière, avant d'avoir eu une expérience de, je vais formuler plus concrètement, si vous descendez dans les profondeurs, dans l'ombre, avant d'avoir fait l'expérience au moins une fois dans votre vie d'un état de conscience non ordinaire qui vous apporte la paix intérieure, la lumière, la joie, avant d'avoir trouvé ce lieu refuge au cœur de votre cœur, dans lequel vous pouvez, qui est votre vrai refuge, à ce moment-là, vous avez un mythe de Faust et vous êtes sur une voie dangereuse. Autrement dit, avant de faire une psychanalyse, il faut quand même faire un petit peu de mysticisme, pour le formuler comme ça. Là, sur ce que tu disais sur la mythe de Faust, c'est Pluton. Faust aussi. Oui. C'est Pluton. Donc Pluton, il y a le côté obsessionnel de Pluton qui va avancer quoi qu'il se passe, comme tu dis,
détruire la vie pour donner d'autres formes, Oui. pour que la vie continue sous d'autres formes, avec le côté obsessionnel, et le côté obsessionnel qui fait qu'on fait fi de toutes les souffrances. C'est-à-dire, quelle que soit la souffrance, plus le temps avance. Oui. Mais est-ce que ça fait pas une volonté suicidaire? En fait, c'est La difficulté de Pluton, la difficulté du Faustien, c'est qu'il ne se sent pas aimable de Dieu. Donc il ne croit pas en la grâce. Il veut se rédempter tout seul. Et l'être humain ne peut pas être rédempté tout seul. Il faut qu'il s'ouvre à la grâce, c'est-à-dire à la présence du soi. Et pourtant, dans le signe du zodiaque, les signes orgueilleux, a priori, Oui, les oui. scorpions, c'est plutôt Capricorne, Lion et. Oui. Et je sais pas. Et le Scorpion est orgueilleux par la connaissance. Sagittaire, Non, alors, les signes d'ambition ou d'orgueil, comme on veut, c'est effectivement le Lion et le Capricorne. Le Lion, c'est une ambition personnelle extériorisée. Le Capricorne, c'est une ambition sociale intériorisée. Mais le Scorpion peut être orgueilleux par le savoir. Chez le Scorpion, il y a ce côté, il est en sextile, il ressemble à la Vierge en termes graphiques, et il est en sextile à la Vierge. C'est-à-dire, donc il accomplit, chercher un sextile va accomplir ce qui est en germe dans le signe qui est juste après. Donc il y a une curiosité intellectuelle du Scorpion qui parfois se transforme en suprématie, c'est-à-dire en capacité de répondre, en désir de vouloir répondre à tout pour impressionner son auditoire. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Oui. Pourquoi il refuse? Parce que c'est un signe de pouvoir, le Scorpion. Oui. Comme le Lion, le Verseau et le Taureau. Les signes fixes sont des signes de pouvoir. Donc vous avez le pouvoir personnel en Lion et le pouvoir sur le groupe en Scorpion. Les hommes politiques sont Scorpion. Mitterrand, De Gaulle étaient tous les deux. Le beau Capricorne. Non. Alors ils étaient tous les deux Scorpion ascendant Balance ou Balance ascendant Scorpion. Je crois que c'est Scorpion ascendant Balance tous les deux. Et Pluton au milieu du ciel. Et Poutine et aussi. Je crois qu'il est ascendant Scorpion. Poutine avec Pluton. Il est Balance ascendant Scorpion. comme mon père, on est avec la lune noire conjointe Pluton. on est à peu près le même thème que Poutine, c'est-à-dire qu'il est né à projet de France, C'est vrai? en 52, ouais. Il y a la lune qui diffère, lui il a la lune en maison 8. Eh ben, tu vas pouvoir fonder la partie 2. Oui. Donc, qui se sent concerné par un mythe de Faust? Moi aussi, oui. Une certaine Si manière. je regarde mon thème, Je te l'ai dit, mais ça parle du Lion, du Capricorne. la question en revanche, tellement suicidaire. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Oui, parce que tu es Sagittaire, et que le Sagittaire, en fait, est désespérément optimiste. Donc le Sagittaire, vous voyez pour ce qui se passe, c'est que le Sagittaire suit le Scorpion. Donc le Sagittaire va cacher, en même temps se cacher derrière une façade d'optimisme, de joie et de participation collective, pour ne pas se laisser rattraper par son désespoir. Mais Faust, ça va. Forcément.
Voilà. Et puis toute cette notion de mépris, d'orgueil, Oui, il n'a pas je ne sais pensé pas vraiment plus. En revanche, la curiosité intellectuelle, oui, l'ambiguïté de connaissances, oui, c'est pas et de tout ce qui est plus, etc. Comme les autres hôtels, Tout ça, Alors, on pas. d'accord. Alors, juste une parenthèse, mais on va pas. Lui, vraiment, Les qualités, on reconnaît souvent les qualités du mythe, on a du mal à reconnaître les défauts du mythe. Donc, les défauts, il faut interroger ses proches. c'est ça. D'accord. Les défauts nous sont envoyés par les autres, parce qu'en général, on ne les voit pas, parce que c'est pas ça. En fait, dans Faust, on est dans le mental. Oui. C'est la place du corps. La place du corps me semble importante. Alors, c'est pour ça que je disais, ça me fait penser aussi à Icare, avec les ailes qui ne sont pas ses ailes de chair. Il y a quelque chose de l'ordre, enfin, dans les mythes qui sont de l'ordre du mental et qu'il faut faire dégrader sur le plan corporel. Oui, absolument. Voilà. Ce qu'on retrouve dans un épisode du mythe d'Icare que je ne vous ai pas donné, qui est l'histoire de Talos. À un moment, Icare est jaloux de son neveu, parce qu'il est aussi brillant que lui, et surtout il a inventé un truc qu'Icare est incapable, que Dédale est incapable d'inventer, qui s'appelle le compas. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc Dédale amène Talos au sommet de l'acropole et il le pousse. Et à ce moment-là, on nous dit dans le texte, le génie de Talos passe dans ses pattes et dans ses ailes et ils deviennent perdus. Vous la perdrez à la fin du Et donc c'est un point important parce que c'est la raison pour laquelle Icare Dédale a été exilé et est parti sur l'île de Crète. Donc, que nous dit ce petit épisode? Il nous dit que notre génie est dans nos pattes et nos ailes. C'est-à-dire le génie est dans le corps et dans l'aile, dans les ailes, c'est-à-dire l'instrument qui fait battre l'air, c'est-à-dire la pensée. Donc, le problème d'Icare et le problème ici de Faust, évidemment, c'est de ne pas comprendre qu'il y a une intelligence, de ne pas écouter l'intelligence du corps. Car il y a deux éléments qui ne nous mentent jamais. Ou plutôt, il y a deux éléments qui nous mentent toujours. C'est les émotions et la pensée. On a une ambivalence entre le vrai et le vraisemblable dans la pensée, le mythe d'Icare, mais les émotions, évidemment, vont aussi nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Par contre, il y a deux éléments qui ne nous mentent jamais, c'est la conscience corporelle et c'est l'intuition, qui sont des fonctions non rationnelles. Donc, Icare doit apprendre à écouter son intuition et Faust doit apprendre à écouter son corps. Pour sortir du labyrinthe et s'élever, il faut écouter la lumière de son intuition, le soleil de l'intuition. Et pas seulement vouloir fuir une situation étouffante, que ce soit le ventre de la mer ou une société technique. Et Faust doit reconnaître la sagesse du corps pour que ceci ne soit pas démembré à la fin de son histoire. Écouter son corps, ça veut dire écouter ses sensations. Écouter ses sensations, ça veut dire que si on a mal au ventre, ne pas aller à l'école. Même si rationnellement, c'est très logique d'aller à l'école, puisqu'on va apprendre de tout. Et plutôt, l'associé à quel organe? Les organes sexuels, les organes génitaux. La relation avec le scorpion. Pluton fait partie de l'équation astrologique du cancer, la maladie du cancer. J'ai regardé un moment en cas de cancer du sang, par exemple. J'avais récupéré dans un hôpital 50 ou 60 de personnes qui avaient eu un cancer, donc avec la date de naissance et la date de l'opération. Donc si on regarde
d'une manière générale, on ne voit rien. Il n'y a pas de truc spécifique. Par contre, il faut regarder par type de cancer. Et comme j'avais suffisamment de cancer du sein, j'ai regardé le cancer du sein. Et l'équation astrologique du cancer du sein était la suivante. Une frustration affective, donc un aspect rouge Saturne ou Saturne-Vénus. Donc ça, c'est spécifique du sein, évidemment, parce que c'est l'espace de la douceur, l'espace de la vulnérabilité. Avec un Jupiter bien intégré, c'est-à-dire Jupiter dominant, Soleil Sagittaire, etc. Donc une bonne intégration sociale. Et Pluton dominant, c'est-à-dire une volonté de puissance qui n'ose pas s'exprimer du fait du Jupiter bien intégré dans le cadre d'un sentiment de frustration. Pourquoi Pluton intervient dans le mécanisme du cancer? Je pense qu'il intervient dans tous les types de cancer, en fait. Parce que le cancer, c'est quoi? C'est des cellules qui ont perdu l'inhibition de contact. C'est-à-dire c'est des cellules qui n'arrêtent pas de se multiplier. Normalement, lorsqu'une cellule biologique, arrête de se multiplier quand elle rencontre d'autres cellules. Sinon, on serait un amas de cellules un peu glauque, avec plein de boutons partout. En fait, non, la peau est lisse, donc quand il y a assez de peau, les cellules de peau arrêtent de se multiplier, on est tranquille. Donc, les cellules cancéreuses oublient ça. C'est-à-dire, elles fonctionnent comme le poing de la main, de manière extrêmement individualiste, et elles ne pensent qu'à leur survie et à leur multiplication. Puissance de vie qui ne s'arrête pas. Donc ça, c'est exactement du Pluton, qui a perdu le lien avec l'environnement cellulaire. Donc, le cancer, c'est une puissance, c'est une volonté de puissance qui se manifeste sur le corps, donc qui n'est pas exprimée sur le plan psychique. C'est une volonté de puissance refoulée qui qui n'est pas exprimée par la personne pour des raisons d'intégration sociale. Et l'espace biologique qui va toucher le cancer, c'est le lieu de la souffrance. Souffrance affective, si c'est les seins, souffrance dans la création, si c'est la prostate, etc. C'est bien parce que tu dis pour sortir du monde de fausse, c'est que l'humour et l'amour. Et il y a humour, enfin il y a humour, amour. Amour, c'est amor en latin, donc c'est un privatif de mot. Ouais. L'humour est iranien, l'amour est neptunien. C'est pour ça que je vous disais en introduction, pour travailler Pluton, il faut aller voir le Uranus. Tu as dit l'amour, ouais. L'amour est neptunien, Ouais. mais l'humour est Ah iranien. oui. Donc on retrouve ces clés dans le mythe, mais qu'on retrouve par l'astrologie, c'est-à-dire avant d'aborder Pluton, il est important d'avoir développé la liberté et l'humour uranien et la grande compassion, l'amour neptunien.